Ok, donc X, interview Jean-Paul Villet, batteur originel de XYZ ou XYZ, je sais pas comment on dit. Si YZ, XYZ, comme tu veux. D'accord, bon, je vais faire un coup l'un, un coup En l'autre. français, en français, En XYZ. français, XYZ. Et voilà, donc auteur du livre A Tale of XYZ. Donc du coup, je te propose qu'on retrace un petit peu ton parcours. Ouais. Euh, alors je te propose qu'on commence par le tout début. Alors j'ai pas trouvé ta date de naissance. Est-ce que tu peux la donner ou est-ce qu'on laisse planer le mystère là-dessus? Euh, je vais avoir 70 ans. D'accord. Ok, donc question suivante. Euh, du coup, voilà, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas dans la musique, tes influences de l'époque et comment est-ce que tu t'es dirigé vers la batterie? Euh, Comme Miyamoto dirait, bah voilà ce qui s'est passé. J'ai commencé le tambour. Euh, Étant jeune, j'ai commencé le tambour. Et puis, j'avais déjà vu deux, trois groupes. C'était du bal, hein, bien sûr, et ça m'a influencé aussi, parce que c'est de la musique, même à cette époque. Et j'ai commencé, comme je te disais tout à l'heure, j'avais peut-être 14 ans. Et bah, c'est venu comme ça. Après, j'ai eu comme influence Black Sabbath, comme groupe, Led Zeppelin, Deep Purple de l'époque, Rory Gallagher, enfin tous les groupes qu'il y avait à l'époque, quoi. Et j'ai décidé de monter un groupe avec un copain de l'école. Et on a commencé comme ça, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans ce fameux théâtre que je te disais, dans la région de Lyon. Pas la région, en fin de compte, c'est le quartier de Lyon, Caluire. Non, ce n'était pas Caluire, c'était oh, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais enfin bon, c'était dans un quartier de Lyon. Et au-dessus de nous, eh ben, on avait le groupe Ghana Full qui répétait. Voilà, c'est ce que je D'accord. t'ai dit tout à l'heure. Ouais, ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, ce groupe. Donc nous, on avait un groupe qui s'appelait Spleen. On n'a jamais rien fait avec, on n'a jamais joué. On était en plein apprentissage. Et puis on écoutait Ghana Full, ce groupe qui était extraordinaire à cette époque et puis qui faisait quand même pas mal de choses, pas mal de disques, tout ça. Donc ça m'a quand même pas mal influencé. Après, il y a eu ce passage où j'ai voulu monter un autre groupe un peu plus avec un peu plus de peps avec Uncle Hervé. Hervé, c'était un guitariste que je connaissais, qui était quelqu'un d'extraordinaire au niveau de la guitare, je trouvais. Et avec mon ami Alain Carelli, donc qui a été producteur de XYZ plus tard, euh, j'ai trouvé Pat sur une annonce, donc j'ai essayé de le contacter. Ça a été difficile au départ, et puis après je l'ai eu. Et il était dans un groupe qui s'appelait Ex Voto. Et comme je te disais tout à l'heure, j'étais un peu méchant avec ce groupe, puisque j'ai fait virer les deux guitaristes et j'ai récupéré Pat. Et Pat est venu avec moi et Hervé, et on a monté donc XYZ. Voilà. D'accord. Alors du coup, dans l'interview de Pat, alors je disais que la formation de XYZ, elle date de 1980, de 1980, mais entre-temps, j'ai vu certaines sources qui disaient que ça serait 1978. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, plutôt C'est 78. Ouais. c'est Alors, 78. ouais, Pat, dans ses interviews, il dit, ouais, je suis le fondateur d'XYZ. Il a entièrement raison. Aux États-Unis, tout ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'était énorme. Avec Thierry, ça a été, c'est même fabuleux. Et c'est ce que je disais aussi, on n'a pas trop parlé de XYZ aux États-Unis. Pourquoi? Je me demande pourquoi on n'a pas eu plus d'écho en France, parce que le groupe a été quand même disque d'or aux États-Unis. Il faut déjà le faire. Grosse compagnie, Universal, il faut déjà le faire aussi, quoi. Il n'y a pas tellement de groupes français qui peuvent arriver à ce stade-là, quoi. Et, enfin, je pense, hein, je vais peut-être me tromper, mais c'était vraiment bien. Mais en France, arrivé en France, quand on prend le côté français, bon, on était trois, donc Oncle Hervé, Pat et moi, et on a monté ce groupe XYZ. Sur le nom, c'est bon, Pat qui l'a trouvé. C'était l'histoire du taxi XYZ. Mais il y a plein de trucs qui peuvent. C'est lui qui a trouvé le nom, mais il y a le taxi, il y a aussi le Examine Your Zipper en anglais. Il y a plein de choses qui disent que XYZ, quoi. Et du coup, on a eu un manager qui s'appelait
Pascal Villard, qui nous a fait tourner au départ et il a été relié par Alain Carelli. Et ils nous ont fait tourner. On a fait les premières parties. Alors, les premières parties, c'était génial parce que c'était super à cette époque. On avait, donc, je te disais, Check-in Street, on a fait Océan, c'était un super. Les deux, d'ailleurs, étaient super. Après, on a fait, je me rappelle plus. Je me Oh, rappelle plus. je les ai notés, c'est dans les prochaines questions, hein. Ouais, voilà, tu noteras. Et puis, on a été au Golfe de Rouen, on a remporté le Golfe de Rouen. Et disons que notre vie à trois a fini au CBGB de New York. C'était pas mal. On a joué 2 soirs de suite là-bas. On a eu un gros succès d'ailleurs. Euh, En tant que groupe rock punk, plus que groupe après glam, comme il y a eu XYZ. Mais après, on s'est plus ou moins, pas effiloché ni arrêté. On a essayé de continuer, mais c'était très difficile parce que, bah, au niveau de l'argent, quoi, c'était très dur. Pat, lui, déjà, il avait vécu aux États-Unis, il connaissait bien, il parlait entièrement la langue. Moi, Hervé, c'était très difficile, même si Hervé est parti aux États-Unis aussi. Mais pour moi, pourquoi on m'a dit, mais pourquoi tu as quitté XYZ? J'ai dit, au niveau fric, c'était pas possible, quoi. Il fallait vivre aux États-Unis, il fallait payer les billets d'avion, non, j'avais pas d'argent pour ça. C'était pas possible. Voilà. C'est tout simple. Mais ça ne nous a pas empêché de rester hyper en contact pendant 10 piges, juste à ce qu'il signe chez Universal, hein. Il n'y avait pas de souci, hein. On est toujours resté d'ailleurs très frères, parce qu'on est plus d'accord. frères. Voilà. Ok, donc du coup, on revient encore à la base. Alors, durant les premières années, donc vous étiez plutôt dans un registre punk rock et tu Ouais. partageais le chant avec Pat. Alors, comment est-ce que vous Ouais. vous répartissiez les parties vocales? Alors là, je ne- on se répartissait rien du tout. On avait les paroles et c'était celui qui avait le meilleur truc. Mais on a eu une influence. Comme j'avais une voix qui était très, il y en a qui adoraient et puis il y en a qui détestaient, quoi. Et donc, je crois que ceux qui détestaient ont pris la majorité. Et à un moment, il n'y a plus que Pat qui chantait et moi qui jouais de la batterie. Mais D'accord. j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, en fin de compte, l'originalité du truc, euh, en toute modestie, je crois que c'était ma voix. Voilà, c'était parce que, si tu veux, j'avais une voix qui était vraiment très spéciale. Je te dis, tronçonneuse, cri de chat, tout ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Que maintenant, euh, je dirais que si on avait peut-être des années d'avance, cette voix, justement, si elle était en 1900 maintenant, bah, peut-être que ça serait cool, quoi. Mais à cette époque, ça passait pas trop. Quand j'écoute des voix, des fois des voix extrêmes sur des groupes extrêmes, je me dis, je chantais pas plus mal que ça, quoi. Voilà. Ah oui, le métal extrême, ça n'existait pas en 1980, quoi. Non, ça n'existait pas. D'ailleurs, je peux dire que les producteurs que j'ai eus après m'ont dit chaque fois que ce que je faisais, c'était toujours en avance. D'accord. C'est comme ça, hein, c'est pas maintenant. T'es né trop tôt, c'est toujours en avance. Voilà, c'était comme ça, tu vois. Et sur un plan purement technique, pour elle, pour faire en même temps la batterie et le chant, Ouais, euh, comment est-ce que tu gérais ça en fait? T'avais parce qu'en fait, ouais, tu joues à 6 et ouais, je suis assis, mais tu sais, t'as plein de très, très, très bons, moi je ne me compare pas à eux, hein, mais très, très bons chanteurs batteurs, oui, tout à euh, fait. batteurs d'Eagles, mettons, t'as plein de gars qui sont super et qui chantent en même temps. La technique, tu l'apprends en plus, ça marche, quoi. Moi, j'essayais de jouer de la batterie comme il faut et de chanter. Et donc, c'était surtout la pêche que j'avais, quoi. J'avais une patate pas possible et donc c'est avec cette pêche qui sortait, quoi. Et D'accord. puis les deux autres aussi devant moi, eh ben, c'était voilà, des ébulons. D'accord. Alors, voilà, donc tu les as un petit peu abordés, mais il y a eu quelques dates importantes sur lesquelles j'aimerais que tu me touches un mot. Donc la première, voilà, donc c'est le 28 mars 1980 à Mâcon avec Shakin' Street. Ouais, Donc voilà, avec la chanteuse de Fabienne Shine, ouais, elle était derrière moi. voilà, qui prenait. J'ai joué la batterie, elle était juste derrière moi et elle avait les yeux, elle disait, mais c'est quoi ça? Elle disait, mais c'est qui? Qui c'est qui les a fait avant nous, quoi? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini dans la foule parce que
je me rappellerai toujours, les gens, ils étaient comme des dingues. Et bah, le public, il gueulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, à la fin, on a fait 6-7 morceaux. Et à la fin, j'avais pas envie de partir, pas envie de rentrer dans les coulisses, quoi. Et je suis parti dans le public. Je me D'accord. suis fait, j'ai sauté la batterie et hop, j'ai été dans le public. Et bon, bah, les gars, ils ont été me rechercher après, quoi. Mais j'étais carrément avec les gens et je continuais à chanter avec les gens. C'était assez fabuleux, quoi. Et c'est un truc, beau souvenir, quoi. Vraiment un super souvenir. Et puis voilà, après, Check-in Street, bien sûr, c'est la grosse machine, hein, ça arrive. Et donc, mais ils sont pas mal dingues quand même. Et puis voilà. Moi, je pense qu'on était, quand on parle d'identité tout à l'heure, je pense qu'on était un groupe qui n'était pas français réellement. On avait, euh, on avait la pêche des groupes anglais punk qui avaient vraiment, qui cassaient tout, de rock punk qui cassait tout, du style Pete Townshend avec sa guitare et tout, Pete Townshend. Mais on avait ce langage-là, ce langage du rock. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les seuls les seules choses qu'on a fait seul, on en a très peu fait. Alors, je crois qu'on a fait un ou deux concerts tout seul avec un groupe de première partie. Et les groupes de première partie qu'on prenait, on prenait des groupes punk, mais les pires qu'on pouvait trouver sur le moment et on les prenait. Et moi, j'adorais ça. En fin de compte, j'aurais dû faire que du punk, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, Shakin Street, les guitaristes à l'époque, c'était déjà Nono de Trust et Ross The Ah Boss de ouais, ouais, Madonna. ouais, c'était vraiment la grosse machine, hein. Ouais, C'était, d'accord, ok. ah ouais, c'était énorme, hein. Moi, je les ai écoutés et j'ai trouvé ça, ouais, bah, c'était de la grosse, du gros show business, quoi. Voilà. Pas D'accord. show business, rock show business, quand même. C'était très rock, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça pouvait être exportable, c'était international, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tourné aux États-Unis, je pense. Je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais je crois qu'ils ont fait quand même pas mal de choses, hein. Je crois que le groupe est toujours en activité, mais épisodiquement, quoi. De temps en Ouais. temps, ils font un peu des dates Bah, par-ci par-là. j'ai paumé un petit peu ce truc, mais je sais que quand je les avais vus, tu prenais une claque, pas possible, hein. La chanteuse, les guitaristes, oh, 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 puis voilà, quoi. Tu te dis, bon, bah, je vais commencer à apprendre un petit peu mieux, quoi. Et oui, puisque Ross The Boss, par la suite, il a joué dans Manowar, donc Oh, ouais, tu vois, bah, tu sentais de toute façon. Et puis, mais par contre, moi, des musiciens, il n'y a que la chanteuse qui est venue vers moi, quoi. Les d'accord. autres, je ne me rappelle pas. Voilà. Ok. Parce qu'elle était derrière, elle est venue me parler, je m'en parle à maman, et puis voilà, c'est tout, ouais. C'est comme Océan. Océan, c'était des très très bons musiciens. Je me rappelle plus, je ne sais pas qui c'est qu'il y avait dedans, mais les seuls que j'ai vus, c'était le chanteur qui est venu nous voir. Les autres, non, mais le chanteur était venu nous voir se présenter, et j'adorais ce chant. Il avait une très très bonne voix, ce chanteur. Il chantait un style Robert Plant en français, quoi. C'était extraordinaire, hein. Voilà, vraiment. Voilà. D'accord. Donc du coup, vous remportez ensuite le tremplin golf Drouot dont tu parlais tout à l'heure. Donc Ouais. c'est le 25 avril 1980. T'en parles aussi dans le livre d'ailleurs. Enfin, il y a des Ouais, allusions bah oui, parce que je suis exactement ce qu'on a fait, hein. Le seul truc aussi, c'est qu'on a fait une première partie d'un groupe anglais qui s'appelait Girls' School. c'est Euh, la question c'est une question d'après. d'accord. Ouais, donc on a fait donc le golfe Drouot. Et le golfe Drouot, ben, on l'a remporté parce que au niveau de la pêche, au niveau de la patate, au niveau de tout ça, je pense qu'on était mieux. Par contre, il y avait des groupes qui avaient vraiment des gros sons et tout, bien structurés, mais on voyait que c'était des machines. Et je pense que les gens, ils ont aimé le côté vrai de ce qu'on a donné, le truc sincère, la sincérité, ouais. Voilà, D'accord. plus que le côté technicos. Et attends, c'est quand sur Rock and Folk, je crois qu'on était dessus, et il marque XYZ, une technique irréprochable. Ça, Irréprochable, mais insurmontable. ça a dû vous faire rire, ça du coup. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'était super marrant, quoi. C'était super marrant. Euh, D'accord. Donc l'étape d'après, donc voilà, c'est un peu le Graal dans ton livre, c'est le CBGB de New York en avril ouais, 1981. ouais, CBGB, ouais. Alors, CBGB, ça a été extraordinaire. 2 soirées de suite, on a joué là-bas. Il y avait le patron et les Cristal. Donc là-bas, ça a été vraiment quelque chose de phénoménal parce que dans cette salle, il est passé tous les groupes.
de l'époque, ça pouvait être des États-Unis ou anglais qui passaient là-bas, ils devaient passer automatiquement au CBGB, il y avait que le Max Kansas à côté, mais le CBGB obligatoire, et tu devais mettre ton nom dans les loges. Alors les loges étaient complètement farcies de noms, mais tu essaies de trouver une petite place pour mettre XYZ dessus, c'est ce qu'on a fait, et on a joué, et on nous a prévenu tout de suite. Euh, un truc, je sais pas si je le dis vraiment. À toi de voir. Ah ouais, mais tu verras. Un groupe français était passé au CBGB et ça s'était très très mal passé. D'accord. Et il nous a dit, vous chantez en français? On a dit non, on chante en anglais. Ok, je dirais pas D'accord. non. Le groupe avait chanté en français, c'est pour ça que ça s'était mal passé, c'est ça? Ah, puis c'était, comment dirais-je? Le CBGB, c'est une marque du rock, du punk, du rock, de vraiment les choses. Oui, c'est Il n'y avait pas que ça en plus, c'était vraiment très profond. très punk Et hardcore, quoi. ouais, du hardcore. Et puis, euh, être une star là-bas, faut le valoir. Il faut avoir une valeur pour être une star. Pas forcément au niveau, bien sûr, de ce que tu fais, de la musique que tu donnes, de l'expression que tu vas mettre au public, mais tu as aussi, tu rentres dans une transe quand même au CBGB. CBGB, tu sais que j'en parle dans le bouquin, que l'artefact est sous la scène, mais la scène du CBGB, tu as une sensation extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde a joué là-dessus, hein. C'est des gens pas possibles, hein. Tu peux prendre les noms qui ont été là-dessus, c'est formidable. Et toi, tu mets tes pieds là-dessus. Tu mets tes pieds, tu rentres dans tu rentres dans cette chose qui est phénoménale. Et les gens sont devant toi, ils sont assis, ils sont en train de voir, ils te regardent. Tu ne crois pas qu'il y a énormément de monde, mais il y a du monde. Et il peut avoir n'importe qui. Il peut aussi bien avoir Jimmy Page qui te regarde, quoi. C'est complètement fou, quoi. Et on te met à l'aise, mais en fin de compte, tu sais que tu montes dans quelque chose de très haut. Voilà, c'est tout. Hmm. Et donc, on a joué sans arrière-pensée. Nous, on était jeunes aussi, hein, pas 20 ans, tu vas plein but, quoi. Tu réfléchis pas. En fin de compte, on n'a pas réfléchi, hein. Et puis, on sait pas qu'on n'a pas réfléchi, mais on s'est pas dit tout ça, tout ce que je te dis maintenant. Et on a joué. Et tout ce que je me rappelle, c'est que le patron du CBGB a un truc complètement fou, puisque je vais te dire, j'étais pas un très très bon batteur, hein, loin de là, et j'étais pas non plus un très très bon chanteur. Mais ce qui est marrant et ce qui est fabuleux, et c'est christique même à la limite, c'est que le patron du CBGB, il va directement vers moi, et ça, je promets que c'est la vérité. Il me serre la main, et bien sûr, je te traduis, il me dit fabuleux batteur of XYZ. Fabuleux batteur de XYZ. Et j'étais là. Oh. Et moi, ça m'a complètement. Je savais plus où j'étais. Ah, parce que là, des fois, il suffit d'avoir un feeling ou une Ouais, agressivité ou ouais, quelque tu sais, chose. en fin de compte, oui, puis la simplicité. Tu sais, ce genre de boîte, en fin de compte, les gens qui étaient les stars, mais vraiment des stars mondiales qui jouaient là-dedans, ils avaient un aura qui était complètement fou, quoi. Nous, on était dans autre chose. Tu vois ce que je raconte dans le bouquin, que les extraterrestres sont venus et puis nous arrangent un petit peu nos morceaux parce qu'ils ont la capacité de le faire. Je me demande si ça s'est pas passé, quoi. Ce que je Hmm. dis, Ah, on ouais, faisait, d'accord. on faisait des morceaux qui étaient pas non plus, c'était pas non plus des super morceaux, mais ça passait super bien, quoi. On était vraiment moulés dans nos morceaux. Que les groupes, si tu veux, quand il y avait des groupes que je voyais qui jouaient, bon, bah, ils jouaient, on voyait qu'ils faisaient du copy band, ils essayaient d'imiter des gens. Nous, on n'imitait personne, quoi. Et ça, c'est très influençable sur le public. Le public, il sentait que, en fin de compte, oui, on ne savait pas très bien jouer. C'est évident qu'on était moins bon que le groupe qui passait derrière nous, parce qu'il y avait un groupe qui passait derrière nous qui était des fous. Mais on avait une sincérité dans notre instrument, on avait une sincérité dans le chant et tout, même si c'était pas parfait. Et ça faisait de l'oxygène aux gens qui étaient là, aux gens qui étaient le soir, qui regardaient ça, et cet oxygène était exceptionnel, quoi. Et puis nous, on la ressentait parce qu'ils nous applaudissaient. Ouais, le côté Il authentique, faut en savoir fait. qu'aux États-Unis, quand tu plais pas, c'est les chaises sur la gueule et puis la bouteille, toi. D'accord, ok. Et que CBGB, t'as pas de grillage, hein. Donc, c'est-à-dire que t'en prends plein la gueule et tu te sauves, quoi. D'accord. Et il Voilà. y a un point qui me semble un petit peu contradictoire parce que tu me dis voilà, qu'il y avait beaucoup de stars qui passaient là-bas, mais pourtant Ouais. l'esprit punk hardcore en général, c'est
c'est de l'anti-rockstar un petit peu. Oui, alors quand je dis des stars, ouais, c'est peut-être le mot qui passe pas. C'était je ne peux pas te dire tous les noms, c'est un petit peu comme les mangas, tu vois, euh, Miyamoto, tout ça qui me rentre dans la tête, mais euh, j'ai pas de noms réellement qui ont joué là-bas. Il y en a plein, je sais qu'il y en a plein hein, de groupes. Et des stars, non, je sais plus. Je sais pas s'il y a eu vraiment. Aux États-Unis, certainement, parce que c'était des groupes américains connus là-bas. Mais pour nous, Français, non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a eu les Rolling Stones, je pense pas qu'il y a eu les Beatles, je pense pas qu'il y a eu, toi, ce genre de groupe. Mais je sais que ils pouvaient venir boire un coup. Voilà. D'accord. Ouais, donc ça serait plus des gros noms que des stars, on va dire, quoi. Des gros noms que des stars, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, D'accord. l'anti-star. Alors, c'est toujours pareil, on dit star parce que déformation. C'est une D'accord. déformation, en fin de compte. Star, c'est bien français d'ailleurs. Ouais, toi, t'es une star. On s'en fout de ça. Ok. Donc on y arrive, novembre 1981. Donc deux dates avec Girls' School. Donc le 24 à Annecy et Lyon le Ouais, 26. Alors c'était durant la tournée Hit and Run, j'imagine. Ça a dû être un ouais, grand moment. ouais. Ouais, c'était un super moment. Et puis, on les a pas vues. Disons qu'elles sont restées dans l'horloge. On n'a pas discuté avec elles. Moi, je sais que on a été un petit peu, c'était un petit peu hard avec les roadies anglais. D'accord. Parce que nous, on mettait notre matériel sur scène, on enlevait notre matériel, ils amenaient leur matériel et ils nous trouvaient pas assez rapide. C'est normal, quand tu viens de jouer, eux, ils voulaient, une fois que tu as fini de jouer, tu ranges ton matos. Et nous, on voulait prendre au moins 5 minutes pour dire, OK, cool, on y va. Et puis donc, du coup, ça s'est pas trop bien passé avec eux. À Lyon, après, ça s'est bien passé, parce que ils nous ont quand même vu qu'on n'était pas non plus des idiots, quoi, c'est ça. Et puis voilà, quoi. Mais autrement, la musique de Girls' School, tout ça, j'ai pas pu trop écouter. Je me rappelle plus trop bien ce que c'était. Bon, de toute façon, après, j'ai eu les disques, hein, bien sûr. Mais voilà. Mais on a fait de concerts assez extraordinaires. Ouais, c'est vrai. On a eu un bon. Le public était très content de la prestation. Voilà. D'accord. Euh, donc du coup, voilà, tu parlais d'une date avec Océan. Donc Ouais. apparemment, la date que vous avez fait avec eux, c'était en ouverture de Uli John Ross à Lyon, la Bourse du Travail, c'est ça? Non, non. Uri Trot, on l'a fait. Il n'y avait pas Océan. Ah, c'était Euh, autre chose. C'était autre chose. Le trot, on l'a fait et ça s'est pas fait. D'ailleurs, on l'a fait sans réellement le faire. On n'a fait que quelques morceaux parce que il y avait une histoire d'assurance de batterie. Je jouais sur la batterie du batteur de Ulrich Trot D'accord. et, et son assurance ne voulait pas que quelqu'un d'autre que lui, que le batteur joue sur sa batterie. Si jamais il y avait de la casse ou quoi que ce soit, c'était pas assuré. J'ai trouvé ça un petit peu balourd. J'ai dit ça, c'est vachement bizarre. En C'est fin pas de une compte, excuse en fait ouais, je pense que c'est une excuse qui ne voulait pas que d'autres batteurs, que d'autres groupes jouent devant eux. C'est tout. Donc, on a fait deux morceaux, je crois, un truc comme ça, deux, trois morceaux, et on s'est arrêté. Voilà. D'accord. C'était comme ça. Et, et du coup, c'était à quelle date ça? C'était 81, Ah, 82? tu m'en demandes trop. Je sais plus. Dans les On archives, est- j'ai pas trouvé ça là. ouais. On a eu une date aussi avec Thierry Castelin, c'était un Suisse qui jouait de la guitare, c'était extraordinaire. Ouais, avec un batteur phénoménal. J'ai bien discuté avec lui. C'était un batteur il avait un batteur avec lui qui était je ne me rappelle plus de son nom, mais il était pouah, pouah, pouah. Moi j'étais gone, hein, j'étais un gone, c'est Lyon, lyonnais. J'étais enfant et c'était la première fois que je voyais un batteur comme ça, quoi. J'avais vu, quand j'étais petit, enfin, ouais, j'avais vu Christian Vander, qui était un batteur extraordinaire, qui jouait avec un groupe qui s'appelait Magma. Ouais. Et donc, je l'avais vu, j'étais à 2 mètres de lui, quoi. Quand j'avais vu comment il jouait de la batterie, je dis, oh, un humain peut jouer de ça, quoi. Et le batteur du Suisse, là, c'était pareil, quoi. Ils m'ont vraiment impressionné. Après, plus tard, j'ai eu d'autres batteurs, comme on dit, des summums qui m'ont impressionné. Et là, c'était. Et puis maintenant, ils m'impressionnent tous. Parce que tu regardes un petit peu le net, tu vois un gamin de 15 ans qui joue du Rush, tu vois, et t'es là, tu fais, oh.
Ah ouais, mais il suffit de traîner un peu sur YouTube, on en voit plein des minots même de 8, 9 ans qui Oui, mais font des trucs de c'est fou, quoi. ça qui est super, c'est vraiment super. Moi, comme je disais tout à l'heure, moi j'adore maintenant je reste toujours dans le rock, metal, et tout ça, j'adore ça, bien sûr. Mais je vois la progression musicale, oh, mais c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux, hein. Et puis en plus, quand tu vas dans les festivals, les festivals, je sais pas quoi tu dis, les gens sont cool, quoi. Et puis c'est vraiment, tu prends, mettons, du Hellfest aux autres. Excuse-moi, j'ai pas trop la mémoire tout ça, mais Hmm. les gens, le public, il est génial. C'est vraiment super, quoi. Il n'y a pas de souci. Le public métalleux, c'est extraordinaire, quoi. Et Ouais, ça peut ouais, être ouais. en France ou en Allemagne, où tu veux. Il y a une fraternité qui est géniale là-dedans, quoi. Et dans la plupart des choses, dans la plupart des cas, quoi. Et moi, je trouve ça super, franchement. C'est même musique, c'est bon. Et ben voilà. D'accord. Alors, du coup, voilà, donc sur toute cette période, visiblement, il reste aucune trace audio ou vidéo, même en bootleg de ces premières années. Non, Euh, non, absolument rien, quoi. absolument rien. Pourquoi? Parce que je sais pas. Je sais pas. On a enregistré une seule fois en studio, deux fois. J'ai plus les bandes. Peut-être que Pat les a, je sais pas. Et on n'a rien du tout. On n'a rien du tout de ces passages. Voilà, c'est comme ça. Et puis, moi, je sais que j'avais eu une cassette, mais la cassette était d'un mauvais état dégueulasse. Elle avait plus de nudité et tout. Et je sais pas. Voilà. C'est euh, c'est ce que je t'ai parlé. C'est ce que j'essaierai de refaire. Voilà. D'accord. Ah ouais, mais c'est cette Et- cassette, si tu la retrouves, elle peut valoir de l'or maintenant, quoi. Même avec un son pourri. mais c'était vraiment, non, c'était inaudible, quoi. C'était vraiment inaudible. C'était vraiment pas possible. D'accord. Du coup, voilà, tu me parlais de Alain Carilli qui vous a managé. Alors, Ouais, quand on avait un peu discuté, tu me disais qu'il avait été clavier dans avec vous avant de vous manager, oui, c'est ça? ouais, ouais. Avant que Pascal Villard, le premier manager, arrive, Pascal Villard, premier manager, après Alain Carelli, après les deux, ils ont fait aussi, ils ont bossé ensemble. Tout ce qu'on a fait, que ça peut être Girls School, ça peut être pas Checking Street. Checking Street, c'est Pascal Villard, mais Girls School, c'est Alain Carelli qui nous a fait faire les premières parties. Alain Carelli est quand même le producteur du premier disque, du premier, ouais, c'est le disque à l'époque, de XYZ. Il a été vraiment une pièce importante dans XYZ. D'ailleurs, même dans le disque d'or de XYZ, il est remercié, hein, Alain Carelli est remercié. D'accord. Ouais. Et donc, il a vraiment été, euh, comment je peux dire? C'est pas parce que c'est un ami, mais il a porté le groupe. Il a vraiment porté à des moments bien précis. Et des moments bien précis aussi au niveau financier, parce que un groupe, ça vit, bien sûr, hein, ça vit, et ça a pas à l'époque, on n'avait pas des ressources énormes, et il nous a aidés au niveau financier, il nous a aidés au niveau financier pour trouver ça, pour louer des choses et tout ça, et il a été vraiment pilier de. D'ailleurs, il a été au départ clavier dans XYZ. Mais, Oui, c'est ça. oui, C'est ça, en fait. ouais, c'est ce que C'est à quel moment qu'il a été clavier? C'était juste le premier au tout EP? début, vraiment au tout début. D'accord. Mais ça n'a pas marché parce que, je sais pas, il avait peut-être pas la tête à ça, il avait plutôt la tête à, à faire, à être producteur. Voilà, c'est tout, je pense. D'accord. Il avait le style pour ça, et puis on avait besoin de quelqu'un comme lui, quoi. D'accord. S'il n'avait pas été là, je crois qu'on n'aurait pas été là. C'est évident. Donc, Et c'est-à-dire les que, Billard aussi, hein. voilà, donc, c'est-à-dire que concrètement, il a jamais fait de concert avec vous, alors? Non, il Euh, n'a jamais fait de concert avec nous, oui, mais d'accord, ok. il a toujours été là. C'est un Hmm. peu le papa d'XYZ. C'est un peu, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense que Pat et Thierry Hughes, pardon, doivent dire la même chose, hein. Hmm. D'accord. Il, Ouais, c'est vrai qu'on et n'en puis, avait pas il est parlé. toujours présent, hein. Il est toujours présent, c'est-à-dire que Thierry Hughes, euh, il est toujours en communication avec lui pour des choses, pour des trucs. Ils sont toujours ensemble, quoi. C'est des amis, hein, c'est des amis d'enfance. Il faut savoir que Alain Carrier est un ami aussi de moi quand on avait une quinzaine d'années, 16 ans, quoi. Et, et, Thierry, je pense qu'il le connaissait aussi. Voilà, c'est des amis d'enfance. Voilà. D'accord.
Donc voilà, justement, ben, Terry Ilous, il vous rejoint au chant en 1982. Alors Ouais. Pat, il me disait qu'il a été très difficile à convaincre pour intégrer XYZ. Comment est-ce que tu as vécu cette étape? Euh, un truc, c'est moi qui ai emmené Thierry aux États-Unis. D'accord? La première fois qu'il a été, je pense que c'était la première fois qu'il allait aux États-Unis. Et il est parti avec moi. On était tous les deux. Et, voilà. Et ça s'est pas trop bien passé, quoi. C'était, je sais pas. On était des gamins. Je pense qu'on était jeunes et tout. Et puis, lui, il quittait un monde aussi. Donc, il y avait un monde qui passait, donc il rentrait dans autre chose. Et puis Thierry, faut pas se mentir, c'était un chanteur à l'époque, tout le monde quand il l'écoutait. Ah. Et puis aux États-Unis, ça fait exactement la même chose. Euh, Peut-être qu'il aurait dû être, comme on disait tout à l'heure, plus star, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est sa vie, mais du point de vue chant, du point de vue vocal, du point de vue tout ce que tu veux, c'est vraiment Thierry. Ouais. Oui, oui, Et puis, oui. et puis quand tu l'écoutes simplement au piano ou simplement à la guitare, tu prends une claque. Ah ouais, moi j'ai eu des soirées avec lui, c'est exceptionnel, quoi. Ce mec est Et exceptionnel. il avait déjà à l'époque cette voix un petit peu à la Coverda, tout ça, ou bien c'était Oh plus... oui, oui, oui. Et puis Oui, à l'époque, il n'y avait pas de chanteur comme ça, quoi. Moi, j'ai connu deux, franchement, mais lui, il avait à cette époque, même Lyon, c'était quand même une grande ville, hein, même à Paris, il avait une voix qui était qui défonçait tout, quoi. Et, et ce qui était marrant, c'est que quand il est venu avec nous, il y a eu une certaine jalousie, hein. Pourquoi tu as pris ce groupe de merde? Pourquoi tu es rentré avec ce groupe de merde? Tu aurais pu aller dans un autre groupe beaucoup plus. Mais je pense qu'il a, d'ailleurs, il avait un groupe qui était, je pense, il avait un ami qui jouait avec lui, qui était très très bien, qui était même meilleur que nous. C'était style vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Whitesnake, tu vois. Ouais, Euh, et puis il est venu avec nous, le premier EP, et je te dis, c'est moi qui l'ai amené aux États-Unis. Et il n'a jamais quitté les États-Unis, quoi. Après, il faisait des allers-retours, mais par contre, leur passage aux États-Unis, je pense que pas tant. Ils en ont chié comme pas deux, quoi. C'était horrible. Parce qu'ils ont fait à peu près 10 ans en jouant comme ça, et en bouffant que dalle, et puis en couchant dans la voiture, quoi. Euh, voilà, c'est tout, quoi. Voilà. d'accord. Oui, ben, Pat, il me disait en fait le fait qu'en fait il vous rejoigne alors il aurait eu un niveau supérieur au vôtre, Oui. il pense que c'est surtout la détermination qu'avait Pat à l'époque qui l'aurait séduit en fait et poussé vraiment à vous rejoindre. Ouais, ok, je vais pas le contredire. Je vais pas le contredire. Euh, j'ai pas la communication par rapport à ce que moi c'est là-dessus. Comment te dire? Oui, ouais. Euh, de toute façon, Thierry, il avait la possibilité de jouer avec n'importe quel groupe américain. Mhm, Il aurait fait, peut-être par timidité ou je sais pas, mais il aurait fait un casting avec, quand, mettons, un gros groupe américain cherchait un chanteur, il était dedans, quoi. Et au moins, il était dedans et il aurait pu faire autre chose, tu vois. Euh, faut voir que il y en a qui vont me dire c'est des conneries, mais c'est un gars qui aurait pu chanter avec Black Sabbath, qui aurait pu chanter avec n'importe qui, quoi. Il avait une possibilité qui était phénoménale, quoi. Et oui, bah oui, bah c'est ce qui a porté à signer chez Universal. Tu signes pas chez Universal uniquement parce que voilà, hein. Non, non, c'est qu'il y a une qualité et tout, et puis ils l'ont reconnu de toute façon. Ils l'ont mhm, reconnu, et puis ils le reconnaissent même parce que quand tu vois avec qui il joue maintenant, il joue avec des musiciens de Bad Company, il joue avec des musiciens de, je ne sais plus de qui, mais enfin des groupes qui sont très connus aux États-Unis. Bon, maintenant ils ont monté un groupe et actuellement ils tournent, hein. Bon, c'est une copy band, mais ils sont toujours là, quoi. Et il est toujours là. Et je l'ai écouté l'autre jour sur YouTube. Ça- Alors qu'il y en a, on parlait de Snake, ça détonne, quoi. Et puis, tu vois, il a sorti actuellement un petit, un morceau en espagnol. Euh, voilà, voilà.
Après, c'est Thierry Louz, quoi. C'est autre chose. Et puis, puis c'est la route, quoi. C'est la route. Donc, difficile à te dire si ça a été dur pour lui de rentrer avec nous. Écoute, je sais pas. En tout cas, voilà, il a quand même fait sa carrière à partir de là, quoi. Oui, il a fait sa carrière à partir de là. Et puis quand on se voit, on s'aime toujours, quoi. C'est pareil, hein. Comme je l'étais depuis 94, je suis médecin chinois, comme on dit, acupuncteur et tout ça. Donc, j'ai fait des soins pour les oreilles, pour les acouphènes, comme on dit. Je suis toujours en rapport avec lui. Et puis voilà, quoi. C'est quelqu'un de bien, quoi. Vraiment quelqu'un de bien. D'accord. Salut Donc, Thierry, moi. donc, on arrive à la fin de cette deuxième session. Je te propose qu'on refasse une petite coupure et pareil, je Pas de t'envoie souci. un lien d'ici Pas de 5 souci. minutes, quoi. Ok. Allez, hop. À tout.